Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sociologie du mariage et en fait cette vidéo va être quasiment exclusivement un compte rendu d'un livre, celui-ci, qui est donc le livre d'une sociologue, Florence Maillochon, qui a travaillé donc sur le mariage dans son aspect institutionnel et rituel, mais surtout rituel. Il est donc paru en 2016 aux presses universitaires de France et j'en ai eu connaissance en écoutant une émission de France Inter récemment dont elle était l'invitée et où elle faisait le compte-rendu de ses travaux. Je trouvais ça passionnant, j'ai eu envie de lire le bouquin et ça a été une des lectures les plus marquantes de cette fin d'année 2019 pour moi. C'est un ouvrage que j'ai vraiment dévoré en 1 ou 2 jours alors qu'il est très dense quand même. Il fait plus de 350 pages dans une typographie bien serrée. Mais je l'ai trouvé passionnant à plusieurs égards et donc j'avais envie d'en faire un compte rendu de lecture ici. Alors, quelle est la problématisation, quelle est la problématique des études de Florence Maillochon? L'idée, c'est qu'on part d'un constat. Le constat suivant, c'est qu'à partir des années 80, les études sociologiques et démographiques ont fait l'hypothèse raisonnable d'un déclin du mariage, tout simplement parce que on constatait qu'on enregistrait de moins en moins d'actes de mariage. Et puis, paradoxalement, depuis assez récemment, on va dire fin des années 90, on observe que le mariage revient fortement à la mode et est très présent dans les représentations, les imaginaires collectifs, et donc revient sur le devant de la scène. Alors, une partie du paradoxe, dit Florence Maillochon, vient du fait qu'il y a une polysémie en fait du mot mariage et que ce concept recouvre différentes réalités qui sont à étudier séparément. Le mariage, c'est d'abord une institution juridique. D'ailleurs, en anglais, là, ce serait marriage, le fait d'aller se marier, d'être enregistré marié d'un point de vue étatique, religieux. Deuxièmement, il y a une dimension anthropologique du mariage avec le rituel, le wedding, le jour du mariage. Et puis il y a une troisième dimension, plus sociologique pure, c'est le couple, le fait d'être en mariage, d'être en couple. Et en fait, si on observe du coup ces différentes dimensions, eh bien les évolutions sont divergentes. D'un point de vue démographique, on continue d'enregistrer un déclin d'actes de mariage. D'ailleurs, il est à noter en parallèle qu'on observe une augmentation des actes de Pacs. Mais d'un point de vue rituel, d'un point de vue anthropologique, il y a bien un renouveau des cérémonies de mariage qui sont très à la mode, de plus en plus normalisées. Et donc, on a des cérémonies de mariage de nouveau sur le devant de la scène. D'un point de vue sociologique, enfin, le modèle du couple reste tout à fait, se maintient au cours de la période, malgré un certain nombre de formes renouvelées. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de familles recomposées par exemple, mais on constate qu'on valorise toujours autant le couple, qu'il y a une pression très forte au couple par rapport à d'autres formes de vie, que ce soit le célibat ou le polyamour. Et donc à partir de cette problématique, Florence Maillochon propose d'étudier le renouvellement de ces rituels de mariage aujourd'hui dans un contexte de désinstitutionnalisation du mariage. Moi j'ai trouvé l'ouvrage passionnant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un ouvrage scientifique très solide. La méthodologie de Florence Maillochon a été d'étudier pendant 12 ans, donc de 2000 à 2012, un certain nombre de couples de Français d'un peu moins de 30 ans qui allaient se marier ou venaient de se marier. Et elle a donc conduit avec ces couples de très nombreux entretiens approfondis, dont elle partage un certain nombre de morceaux d'ailleurs de manière brute dans l'ouvrage, et qui sont déjà très très denses en sens, très passionnants à analyser. Et puis, deuxième chose qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage, c'est la finesse d'analyse de Florence Maillochon et les prismes qu'elle choisit et qui à mon avis sont les bons. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui dois juger de cela, mais ça m'a convaincue. À chaque chapitre, pour donner un exemple, à chaque chapitre, elle consacre un sous-chapitre à analyser ces rituels à la lumière des questions de genre. Et à chaque fois, ça tombe vraiment très juste et c'est passionnant. Donc voilà, la finesse des analyses. Et puis pour terminer, dernier élément qui m'a beaucoup séduite, c'est que la structure de l'ouvrage est extrêmement fluide et la plume de Florence Maillochon est extrêmement agréable, si bien que ça se lit comme un roman. Alors je sais que ça devrait paraître annexe, mais je suis assez sensible quand même à la plume
des chercheurs en sciences humaines, et là du coup c'était extrêmement agréable et passionnant à lire. Et donc juste avant de rentrer dans le corps de l'étude, je voulais juste vous expliciter un peu ma subjectivité, parce que forcément c'est un sujet sociologique mais qui s'applique à l'échelle individuelle, et ma lecture et mon compte rendu de lecture sera forcément un peu biaisé par mon regard perso, donc je vais vous expliciter ça, et puis j'aurai aussi un petit disclaimer à faire pour les personnes qui regarderaient cette vidéo. Donc d'un point de vue perso, moi je suis née dans une famille monoparentale, donc ma mère n'était pas mariée, et dans un contexte non bourgeois, où donc, même si le mariage n'est pas simplement une institution bourgeoise, n'est-ce pas, mais dans un certain nombre de codes, les normes bourgeoises peuvent être très présentes. Alors, du coup, à part tout récemment, en fait, l'année dernière, à l'occasion du mariage d'un collègue, je n'avais pas connu, en fait, ces rituels et ces traditions dans ma vie. C'est donc pour moi un objet étranger. Voilà. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est un objet qui a pu être dans le passé chez moi un objet de fascination, exactement au même titre que le luxe, que la culture bourgeoise, que les modes de vie bourgeois. Et là, on est vraiment en plein dans mes problématiques perso de transclasse. Aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être largement libérée de beaucoup de choses, et notamment ça. Mais ça a été quelque chose de très fascinant pour moi, notamment dans la deuxième partie de mes études. Donc ça, c'était pour ma subjectivité. Ensuite, petit disclaimer. On va étudier... Je vais faire le compte rendu d'un livre qui étudie le mariage d'un point de vue anthropologique, sociologique, donc d'un point de vue macro, où on va étudier les représentations, les pressions sociales, les habitus. Pour autant, on ne peut pas nier que c'est un sujet qui peut être très émotionnel à l'échelle individuelle. Si vous regardez cette vidéo qui déconstruit le mariage et qui est absolument sans complaisance, n'est-ce pas, alors que vous rêvez de vous marier, ou que vous allez vous marier, ou venez de vous marier, ça peut être quelque chose de difficile à recevoir. Donc l'idée, c'est bien de réfléchir donc ensemble à un point de vue sociologique, sans se flageller à l'échelle individuelle, de suivre ou non un certain nombre de pressions sociales. On fait tous ce qu'on peut et ce qu'on veut dans ce contexte qui n'est pas toujours facile. Pour ma part, il m'apparaît extrêmement intéressant de procéder à ces déconstructions sociologiques, parce qu'ensuite, quel que soit le choix qu'on opère à l'échelle individuelle, on le fait en étant plus éclairé et en subissant moins ses choix. Alors, on entre du coup donc, dans le cœur de l'étude, et dont je vais essayer d'en faire un résumé. L'idée, c'est surtout de vous livrer un certain nombre d'axes forts et d'éléments qui, moi, m'ont marqué, sachant que donc le livre se structure en 3 grandes parties, qui sont chronologiques en fait, dans le vécu du rituel du mariage. Donc la première partie va se concentrer sur l'annonce du mariage, c'est l'invention d'un événement, tel que le chapitre est intitulé. Ensuite, la deuxième partie est consacrée à la préparation de la fête, sous-titrée Une nouvelle forme d'engagement dans le mariage. Et enfin, la troisième partie se concentre sur le jour J du mariage dans les codes d'aujourd'hui. Et il est intitulé Le plus beau jour de la vie, quand la métaphore devient réalité. Alors, on commence par, du coup, la première partie qui est l'annonce du mariage, l'invention d'un événement. La première chose qui m'a marquée donc, dans les études de Florence Maillochon et tous les entretiens dont elle partage des morceaux, c'est que parmi tous les couples interrogés, pour quasiment tous les couples, il y a un schéma qui est le même. C'est d'abord la conversation, où on se met d'accord sur le fait qu'on va se marier un jour, et ensuite la demande en mariage, qui est donc un rituel théâtral, purement théâtral. Car pour quasiment tous les couples, il y avait eu un accord précédant la demande. Donc la demande, c'est du pur théâtre. Quand on demande « veux-tu être ma femme ?», on sait déjà qu'elle est d'accord. Ça, c'est déjà la première chose qui conditionne tout le reste. Ensuite, du coup, à partir de là, cette demande en mariage, très théâtralisée, et très standard aussi, parce que même s'il y a des choses qui changent en fonction des classes sociales, la sociologue montre qu'il y a des invariants, et ces invariants, ils sont très ancrés. Parmi ces invariants, il y a la bague, et le fait que la demande soit faite par l'homme. Et la femme doit être surprise par cette demande, et elle doit être ravie par cette demande.
c'est un des rares domaines où l'entièreté de la responsabilité repose sur les épaules de l'homme. Ce qui m'a marqué, parmi les choses qui m'ont marqué dans cette sous-partie, c'est le refus des demandes en mariage par un certain nombre de femmes. Alors attention, on l'analysera juste après dans le prisme du genre, mais il ne faut pas l'analyser à l'emporte-pièce, mais tout de suite ça m'a beaucoup interpellée. Il y a beaucoup de femmes qui ont refusé les demandes en mariage de leur futur mari, parce qu'elles estimaient que la demande était toute pourrie, et que du coup c'était pas acceptable et qu'elles en voulaient une mieux. Et il faut bien entendre là qu'elles ne refusent pas le mariage, en soi le projet de mariage, puisque ça, il est acté via une conversation précédente ou quoi que c'est ok. Elles refusent la demande et elles veulent une meilleure demande. L'analyse derrière, il y a plusieurs formes d'analyse. Alors, on verra pour le genre après. Mais déjà sur ce rituel et sa normalisation. Florence Maillochon dit qu'en fait ici il y a une institutionnalisation, une diffusion d'une image bourgeoise et marketée de la demande en mariage. Parce que souvent lorsque les couples font référence à cette demande en mariage, ils en appellent à la tradition. Mais en fait c'est une tradition qui est très fantasmée. C'est vrai que moi pour en avoir discuté notamment avec mes grands-parents, alors je sais que c'est pas scientifique, hein, c'est un cas individuel, etc. Mais en fait, dans un certain nombre de classes sociales, il y a 50 ans, 60 ans, on ne faisait pas de demande en mariage. On était ensemble, on commençait du coup à flirter, et de fil en aiguille, puisqu'on était en âge de se marier, on se mariait, et puis c'est tout. Là, cette demande en mariage très ritualisée, dans des codes très précis, etc., c'est une tradition tout à fait fantasmée, mais surtout une image très bourgeoise, très relayée par les réseaux sociaux, par les médias, par les représentations qu'on peut avoir dans la culture. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, Florence Maillochon constate quand même que le luxe, quelle que soit la classe sociale, on attend que la demande en mariage soit englobée dans une ambiance luxueuse, donc relativement aux moyens du couple. Il faut qu'on aille dans un restaurant plus prestigieux que d'habitude, il faut que la bague soit suffisamment coûteuse, parce que c'est la bague de sa vie, etc. Et Florence Maillochon constate que même quand les couples sont prolétaires ou de classe ouvrière, on dépense certes moins que d'autres, mais beaucoup, relativement à ses moyens, pour cette demande en mariage. Et donc il y a une forme de preuve d'amour par la dépense, et donc l'expression des sentiments passe par une dépense importante, ce qui est bien plus facile pour certains que pour d'autres. Donc ici, un prisme de modèle bourgeois très fort, auquel tous les couples ont la pression de souscrire. Alors j'ai passé un tout petit peu plus de temps sur l'analyse genrée, sur le prisme sexiste en fait, autour de cette demande en mariage, parce que je trouve ça vraiment passionnant. Première chose, c'est que si on regarde du coup tous les couples interrogés par la sociologue, on constate que même ceux qui parlent d'idéal égalitaire dans le couple, etc., souscrivent du coup à une image très très genrée de la demande en mariage, et c'est quasiment toujours une démarche masculine. Je me souviens d'un couple où c'était la nana qui avait demandé son mec en mariage. Sur le moment, il avait accepté et tout, même s'il était un petit peu mal à l'aise. Et puis surtout, quelques semaines plus tard, il avait fait lui-même sa propre demande et se sentait du coup plus confortable du fait qu'il y ait eu deux demandes et pas seulement la demande de sa meuf. Donc là, une pression sociale bien intégrée. Ensuite, deuxième analyse intéressante que j'ai relevée de la sociologue, elle parle d'un renouvellement du ravissement de la femme. Traditionnellement, il y a eu une tradition de l'enlèvement de la future épouse dans l'histoire, et aujourd'hui, à travers toute cette organisation de la surprise de la femme, du fait qu'il faut qu'elle soit ravie, et certaines fois même d'un enlèvement concret, lorsqu'il s'agit d'un voyage surprise pour la demande de mariage ou je sais pas quoi, il y a cette réinvention du rapt et du ravissement. Enfin, dernier élément d'analyse que je voulais partager, qui me semble en fait le plus passionnant, c'est l'analyse des exigences des femmes sur cette demande en mariage, qui va parfois jusqu'au refus de la demande qui est estimée par la femme ne pas être à la hauteur. Alors, Florence Maillochon dit, si on ne va pas trop en profondeur, on pourrait analyser ça à l'aune d'une forme de narcissisme des meufs, de leurs exigences très élevées, etc. Et en fait, si on y regarde de plus près, on peut constater que au cours
non seulement du mariage, mais même de la vie d'un couple, cette demande en mariage qui repose sur les épaules de l'homme serait un des seuls moments de la vie du couple où l'homme doit absolument tout gérer et tout organiser autour d'un projet ou d'une tâche. Concrètement, organiser une belle demande, c'est pour l'homme devoir prendre la place de la meuf avec tout ce qui ça importe de charge mentale et de tâches dévolues d'habitude aux femmes. Donc par exemple, c'est savoir si la demande est faite à la maison, savoir cuisiner, dresser une belle table, organiser la logistique de l'événement, s'il y a des enfants, trouver un système de garde et l'organiser en amont. Si la demande se fait à l'extérieur, c'est connaître les horaires du restaurant, comment faire une réservation dans tel restaurant. S'il y a l'organisation carrément d'une surprise, d'un voyage, c'est organiser toute la logistique du voyage, etc. etc. Et donc, c'est un moment où l'homme prend tout en charge et où pour peut-être la seule fois de sa vie, entre guillemets, la femme va se décharger littéralement d'une charge. Donc lorsqu'on réfléchit à ça sous cet angle, c'est un peu différent et on peut comprendre l'exigence ressentie par certaines femmes autour de ça. Je ne vais pas forcément aller trop dans le détail du reste du chapitre qui est très dense et qui comporte énormément d'analyses diverses et variées. Un des éléments qui m'a marqué, c'est l'annonce du mariage qui est également j'allais dire un moment, mais en fait c'est plusieurs moments parce qu'on l'annonce à différentes personnes et c'est toujours très théâtralisé par les couples. Ce sont des moments très forts où souvent les couples vivent une grande déception parce que eux ont l'impression d'annoncer quelque chose de très très important et ils ont pensé l'annonce, ils ont théâtralisé l'annonce et elle n'est pas reçue à la hauteur selon eux de l'annonce et de l'événement. Il y a une réhabilitation de la demande en mariage auprès du père de la mariée et de manière générale on constate beaucoup de retour entre guillemets à la tradition, et souvent à une tradition fantasmée d'ailleurs, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, mais en tout cas ici c'est également une tradition bourgeoise et sexiste qui est réinventée et remise sur le tapis. Juste en conclusion de cette partie, on constate donc une diffraction des fiançailles en plusieurs moments forts, mais surtout en plusieurs moments théâtralisés. Enfin, cette notion de théâtralité m'a beaucoup marquée dans les entretiens, dans les analyses. Tout est théâtral quoi. Et c'est le propre d'un rituel, mais il y a toujours quelque chose que je trouve très absurde, mais ça c'est très perso pour le coup. Ensuite, la notion de surprise est au centre, dans toutes les dimensions du coup de cette annonce du mariage, que ce soit d'abord à la femme qui doit être surprise par la demande, ou aux proches qui doivent être surpris par l'annonce. Et enfin, il y a donc une normalisation très forte, sous couvert d'une petite touche de personnalisation, mais qui finalement est toujours très marginale au regard des codes auxquels les couples souscrivent, avec une influence très forte d'un modèle bourgeois, une réinvention de certaines traditions ou traditions fantasmées, et des biais sexistes qui persistent et qui sont très forts. Alors on entre du coup dans la deuxième partie qui est consacrée aux préparatifs du mariage. C'est la partie je crois qui m'a le plus choquée, et j'en ai eu une lecture assez émotionnelle en fait parce que je me sentais hyper désolée pour ces couples qui se mettaient une pression de malade et qui étaient vraiment dans le mal-être quoi, parce que quand tu dois organiser un tel projet en parallèle de ton travail, les couples sont au bout de leur vie, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et du coup avec ce sentiment qui moi d'un point de vue extérieur m'apparaît totalement absurde. Mais bon, je les critique pas, je peux très bien comprendre qu'on se mette une pression de fou à partir du moment où on a enclenché un processus. Mais c'est vrai que c'est hallucinant, vraiment. Et là, la pression sociale est très forte. Donc, déjà pour poser le contexte, on a un allongement des préparatifs de mariage. Florence Maillochon dit qu'aujourd'hui, c'est 1 an minimum, la durée standard de préparation de mariage, alors que si on revient déjà ne serait-ce que dans les années 90, ça aurait semblé une durée totalement démesurément longue et absurde. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est 1 an minimum? Parce que il y a un hyper contrôle de ce jour J de la cérémonie du mariage et qu'on attend des couples une forme de perfection et que ce plus beau jour de la vie passe de métaphore à réalité. C'est les mots de Florence Maillochon. Et donc concrètement, l'idée c'est que il y a des codes à respecter,
Il y a un moule très précis à respecter, mais au sein de ce moule, chaque élément est personnalisé. D'où un temps et un investissement extrêmement fort pour les couples qui se lancent dans ce genre de préparation. J'avais été hyper choquée par un rétro-planning, donc ça fait partie des annexes du chapitre, un rétro-planning qui vient donc d'un site très connu d'accompagnement à la préparation de mariage. Et quand on va sur internet, effectivement, on trouve très souvent ce genre de rétro-planning qui sont super denses. Enfin là, genre il est en 7 pages, police 8 quoi, c'est un délire. Et c'est extrêmement pressurisant. Je l'ai lu en entier, je trouve ça extrêmement pressurisant. Je vous donne quelques exemples un peu au pif. J-1 an, rencontre des parents, fixer une date, un budget, réserver une salle, contacter la mairie, contacter l'officiant, réfléchir au modèle de la robe de mariée, définir le nombre d'invités, réunir les coordonnées des invités, envoyer des save the date. J-11 mois, alors ça je l'adore celle-là. C'est le moment de prendre des bonnes habitudes alimentaires pour rentrer dans votre robe de mariée. Si vous souhaitez un chignon, de vous laisser pousser les cheveux. Commencez à rencontrer des traiteurs, nanana, nanana, nanana. Et ensuite, pour chaque mois, il y a X nombre de lignes, de trucs à penser, qui vont du gros poste de réflexion, genre, je sais pas, le traiteur ou la salle, à des mini-trucs auxquels il faut penser, du genre J-4 mois, acheter et préparer les dragées, louer le matériel manquant pour la réception, réserver votre nuit de noces, J-3 mois, réserver les nounous pour les enfants, un rendez-vous chez le coiffeur. Et c'est vraiment très pressurisant, très dense, très contrôlant. Et on voit que c'est un projet à part entière qui pourrait être un travail à temps plein. D'où d'ailleurs l'existence aujourd'hui, la création du métier de wedding planner, hein, évidemment. Alors, une des réflexions qui m'a le plus marquée, le plus intéressée de la part de Florence Maillochon à ce moment-là de l'étude, c'est finalement l'évolution de comment on prépare son mariage. En fait, Florence Maillochon dit qu'on est passé d'une époque où on faisait de la préparation au mariage à aujourd'hui des préparatifs du mariage. Et donc là, on a encore cette polysémie du mot mariage. Quand on faisait de la préparation au mariage, on se préparait à devenir un couple marié, et donc c'était plutôt une préparation psychologique et spirituelle. Surtout spirituelle parce que c'était organisé plutôt par l'institution religieuse en fait. Faire de la préparation au mariage, alors j'ai pas trop lu là-dessus, mais d'après ce que je comprends de ce qu'explique Florence Maillochon, c'est se retrouver dans des groupes de parole avec d'autres couples qui vont se marier, réfléchir à comment on veut mener sa vie à deux, comment est-ce qu'on veut faire des enfants ou pas, et si oui, comment on va les éduquer. Enfin, dans le contexte dans le contexte religieux, je pense qu'on se pose pas la question d'enfants ou pas, on va avoir des enfants j'imagine, mais voilà, comment on veut procéder à leur éducation ensemble, comment on va gérer nos conflits, etc. etc. Bref, la préparation d'une vie à deux en fait. Et là, aujourd'hui, dans cette année qui précède la journée de mariage, on ne fait que des préparatifs au rituel de mariage. Et on ne se prépare pas spécialement à se marier, pour plusieurs raisons. D'une part parce que, bon, effectivement, on est dans ce contexte de renouvellement du rituel, mais de désinstitutionnalisation du mariage, mais aussi parce que souvent les couples se marient alors que ça fait plusieurs années qu'ils vivent déjà ensemble et que le couple est institué. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir que ces préparatifs sont vraiment focus uniquement sur ce jour de fête. Alors deuxième élément qui m'a marqué dans ce chapitre autour des préparatifs de mariage, c'est que c'est vécu comme une épreuve par les couples. Et comment peut-on vivre autrement quand il y a une telle pression, n'est-ce pas ? Mais le mariage devient un véritable projet et une obsession au fur et à mesure. Je me souviens de beaucoup d'entretiens où certains couples s'y attendaient, d'autres pas, et disent avoir été complètement happés par ça, et ensuite ils pensaient mariage, ils dormaient mariage, ils mangeaient mariage, puisqu'ils avaient un job à temps plein par ailleurs, et bien il fallait organiser tout ça sur leur temps libre, donc le soir, le week-end, etc. Et ils ne faisaient plus que ça. Et beaucoup de couples rapportent des tensions, des disputes très importantes lors de cette année de préparation au mariage. Parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de fatigue, etc. etc. Moi, c'est vrai que d'un œil extérieur, et en plus du fait que je suis très étrangère à tout ça, ça m'a semblé très absurde. Mais vous voyez, sans jugement, mais juste, c'est une pression de fou pour une journée
que les couples se mettent sur 1 an et dont ils ont l'air de tellement souffrir à certains moments, c'est chaud quoi. Et une des analyses que les couples... Non, c'est pas vraiment une analyse. Mais la manière dont ils racontent ça, le narratif derrière, c'est que c'est souvent présenté un peu comme une épreuve ordalique. Et les époux donnent du sens à cette épreuve en disant que ça les a rendus plus forts, que ça a accéléré le processus de... comment dire, de proximité dans le couple, on va dire, de connaissance de l'un de l'autre, enfin bref. Et donc passer cette épreuve, c'est réussir l'épreuve de mariage un peu. Bon, et bien sûr ici on peut absolument pas faire l'impasse sur le biais genré des préparatifs de mariage. Alors ici on constate que le discours est solidaire, mais le concret des tâches est souvent très inégal dans les couples. Et donc souvent d'ailleurs les hommes disent avoir participé aux préparatifs et sont conscients qu'ils en font largement moins que les femmes, mais pas toujours conscients du point auquel cette inégalité est forte, parce que bien sûr au-delà des tâches, il y a aussi toute la charge mentale derrière. Et ce qui est d'autant plus difficile à vivre pour les femmes, c'est que souvent la société, les représentations sociales partent du principe que c'est assez naturel finalement que ce mariage soit préparé par la femme en majorité, parce que c'est son rêve, c'est la femme avant tout qui veut se marier, parce que donc elle y songe depuis qu'elle est petite, ce qui peut être le cas en l'occurrence parmi les interviewés, mais reste à réfléchir pourquoi et comment, enfin quelle est notre socialisation et notre environnement culturel qui engendre cette réalité, n'est-ce pas? Mais donc il y aurait un certain goût naturel des femmes pour les choses du mariage, et puis par ailleurs une meilleure organisation, et tout ça bien sûr peuvent être largement déconstruits par la manière dont on est sociabilisé et les rapports de force à l'œuvre dans notre société, n'est-ce pas? Et donc moi ce que j'ai découvert qui m'a beaucoup choquée, que je connaissais pas, c'est la notion de bridezilla, qui apparemment est très connue, qui est la contraction de bride, mariée, et Godzilla, donc avec cette image de la future mariée qui prépare son mariage et qui en devient hystérique, et donc tous les préjugés qu'on peut imaginer et les représentations derrière. Dans les faits, l'analyse de Florence Maillochon, là pour le coup qui est absolument pas surprenante mais qu'il importe de rappeler, ce mariage parfait c'est un rêve imposé, qui n'est pas partagé par toutes les femmes mais par beaucoup de femmes, manifestement. Surtout quand les femmes ont grandi dans des univers où le mariage était présent. Donc un rêve imposé. Par ailleurs, des attentes très fortes de la société autour du mariage parfait, surtout actuellement avec les représentations relayées par les réseaux sociaux, par les médias, etc. Et donc comme d'habitude, il faut bien que quelqu'un réalise cette perfection, donc voilà. Et un ordre sexuel et symbolique forcément qui pèse sur les femmes. Et enfin, donc on termine sur le dernier chapitre qui est donc le moment de la fête du mariage, où Florence Maillochon dit que la métaphore du plus beau jour de sa vie devient réalité, on attend que cette métaphore devienne réalité. Donc tout est réglé comme du papier à musique et tout doit être parfait. Alors déjà, il y a une esthétique très forte du rituel du mariage actuel selon Florence Maillochon et donc selon la matière qu'elle a rassemblée. Tout d'abord, la question du cadre des noces. Alors je passe sur les questions de lieu, de date, etc., mais qui sont assez intéressantes. Elle fait beaucoup de statistiques, de graphiques, etc., qui sont très parlants. Mais donc, sur le cadre des noces actuellement, il faut absolument que ce soit un beau cadre, et beaucoup de couples, dès lors qu'ils ont un petit peu de moyens, voire même ils peuvent s'endetter pour ça, vont choisir des cadres considérés comme traditionnels bourgeois. Ça va être le château, le manoir, etc. De moins en moins de couples font leur mariage à domicile, dans le cadre privé, alors que pour le coup c'était assez commun par le passé. Donc là il faut que ce soit un lieu de rêve et très esthétique. Et bien sûr avec ces codes bourgeois et luxueux qui ne sont pas accessibles à tous mais qu'on considère comme la perfection. Ensuite, il y a toujours cette notion de moule et de personnalisation. Donc, il y a le moule, le cadre esthétique, le château, machin, et ensuite il y a la décoration qui va engendrer la personnalisation. Et là, Florence Maillochon constate à travers donc, les entretiens qu'il y a une volonté de personnalisation très forte
de la décoration du lieu de mariage, ce qui est aussi une totale nouveauté. Donc là il y a un travail immense en général de la part des couples, parce qu'il y a énormément de sous-sujets à traiter qui sont moteurs de décision, de logistique, de machin, que ce soit la vaisselle, la nappe, les fleurs, les centres de table, les desserts, les éléments de décoration, etc. etc. Cette esthétique passe aussi par des choses immatérielles, par exemple l'orchestration des déplacements du cortège de mariage. Donc la sociologue note un contrôle du cortège de mariage avec des moments de représentation très forts, très théâtralisés. Là la théâtralité forcément est au cœur aussi de la journée de mariage, comme elle l'était dans d'autres moments comme l'annonce du mariage par exemple. La voiture de rêve est un moyen de se distinguer, les entrées et sorties des mariés sont théâtralisées, voire chorégraphiées. Sur la question de la table, sur le repas de mariage, on va aussi de plus en plus aujourd'hui privilégier l'esthétique, donc la belle assiette à la qualité entre guillemets des plats. On veut du spectaculaire avant tout et surtout pas du copieux. Les générations actuelles se distinguent des générations précédentes en ce sens qu'on veut plus quelque chose qui se rapproche du gastronomique que des grands banquets de mariage de l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Et enfin, on note dans cette esthétique l'invention très récente du thème de mariage. Là aussi, c'est très théâtral, c'est une pratique qui va créer donc une cohérence, une scénographie à tout l'événement. Alors un sous-chapitre qui m'a beaucoup marqué dans le chapitre sur le jour J du mariage, c'est celui sur la robe de mariée et la construction sociale du corps des femmes qui en résulte. L'imaginaire du mariage est très fortement associé à la robe de mariée et donc c'est intéressant de s'interroger sur la symbolique de cette robe de mariée mais aussi ce qu'elle engendre comme réalité. Alors, parmi donc les discours que Florence Maillochon rassemble, on ressent très fortement que la robe doit être l'objet qui crée la reine d'un jour, la plus belle femme de l'assemblée. Et donc là, on sent déjà que dans le jour du mariage, la femme est très très inscrite, et plus que jamais inscrite, dans l'attente d'esthétique qui pèse sur elle et cette pression sociale d'être belle. Ici la symétrie entre l'homme et la femme est flagrante parce que même si le costume du marié est important, il faut qu'il soit élégant, bien choisi, en général il coûte aussi cher, voire plus cher que la robe de mariée, mais il ne revêt pas cette quête de l'absolu qui est ressentie par les femmes lorsqu'il s'agit de trouver leur robe de mariée, la robe de la vie, machin. Ce qui est notable et ce qui était assez dur à lire aussi, c'était tous les discours autour de la déception des femmes. En fait, beaucoup de femmes parlent de l'épreuve de la réalité, où face à un budget qui est le leur et qui est souvent plus restreint que des personnes forcément plus riches, et face à un corps qui est le leur et qui n'est pas forcément un corps maigre, un corps de top modèle, etc. Or, c'est sur ces corps-là souvent qu'on imagine des robes de mariage, parce que c'est les représentations qui nous sont renvoyées. Bref, à l'épreuve de cette réalité à la fois corporelle et budgétaire, les femmes en fait sont très déçues de leur robe de mariée. Et c'est vraiment assez dur à lire. De manière générale, il y a un contrôle du corps très fort engendré par cet idéal de robe de mariage. Beaucoup de femmes finalement se lancent dans des régimes pour perdre du poids et rentrer dans leur robe. Et puis de manière générale, la robe n'est pas faite du tout pour se sentir libre de ses mouvements. À la fois les corsets, les baleines, le volume de la robe, etc. fait que dans sa robe, la femme n'est pas libre de ses mouvements et doit être là pour être belle. Et je termine sur un dernier élément qui m'avait noté dans ce jour J parmi beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est toutes les questions d'iconographie et donc le renouvellement de la photo de mariage. Là c'est très intéressant aussi de voir ce que les couples recherchent à travers les nouvelles formes de photographie de mariage. En général, ils recherchent une authenticité mais qui est en fait théâtralisée. Florence Maillochon dit les couples veulent du naturel, mais pas le vrai naturel, parce que le vrai naturel c'est dégueulasse. C'est assez marrant. Donc on veut quelque chose d'authentique, de théâtralisé, on veut suivre, on veut être suivi, que les invités soient suivis dans les différents moments du jour J, quel qu'il soit, mais on veut que ce soit esthétique avant tout. Et l'esthétisme
est vraiment au centre du jour J du mariage. Si la surprise est au centre de l'annoncement, non ça c'est anglais, de l'annonce, l'esthétique est au centre du jour J dans toutes les dimensions du mariage, y compris donc dans l'iconographie. Alors pour conclure, j'ai beaucoup aimé cette lecture pour les raisons que je vous ai données dans l'introduction, et de manière générale, pour moi ça m'a permis de structurer de manière scientifique un certain nombre d'intuitions que j'avais, grâce aux représentations qui me sont renvoyées dans la société d'une part, et à tout ce que j'avais pu lire sur les réseaux sociaux, etc. d'autre part. Ça permet quand même de prendre un recul sérieux sur une évolution très forte d'un rituel qui est au cœur de notre société. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Forcément, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est toutes les analyses en termes de genre et de pression à un modèle bourgeois. Parce que c'est de plus en plus fort, et je trouve que c'est très important de les avoir en tête, d'en avoir conscience, parce qu'ensuite, quel que soit le choix de chacun, c'est important de ne pas les subir sans avoir un peu une conscience des pressions qui pèsent sur nous. Après, pour aller plus loin, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, ici on s'est concentré sur le rituel, mais on peut franchement réfléchir à l'institution et réfléchir à l'aspect sociologique du couple. Bon, sur l'aspect institution du mariage, que ce soit l'État ou la religion, une réflexion anarchiste, à mon avis, est intéressante et salvatrice pour réfléchir à cette pression sociale, à s'engager officiellement et auprès d'une institution officielle, à être en couple avec une personne pour toute sa vie. C'est une vraie question. La déconstruction, à mon avis, est toujours intéressante de manière générale, quel que soit ensuite le choix à l'échelle individuelle qu'on peut faire. Et puis par ailleurs, même d'un point de vue sociologique, autour du couple, beaucoup de questions, ici relatives plutôt à l'amour et aux relations humaines, peuvent être posées, déconstruites, réfléchies, mais c'était pas non plus l'objet de cette vidéo, mais ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude, s'il y a des partages d'expériences, des réflexions, est-ce que vous avez peut-être lu ce bouquin ou lu d'autres livres autour de la sociologie d'une institution particulière dans la société, ou de rituels renouvelés. Bref, n'hésitez pas à réagir, et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.